Le prélude à la guerre montre l'impuissance des grands chefs d'État à réagir à la folie d'un dictateur. Pourtant, Adolf Hitler n'a jamais caché qu'il rêvait que l'Allemagne domine un jour l'Occident. Mais très peu de gens prirent son livre Mein Kampf au sérieux. Ce manifeste vendu dans toutes les librairies montrait clairement ce qu'il avait en tête bien avant qu'il ne mobilise les premières troupes nazies et ne déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Le prélude à la guerre nous rappelle que nous devons rester vigilants face aux chefs d'État fanatiques. Rappelons-nous les paroles du poète espagnol Santayana. Ceux qui n'arrivent pas à se souvenir du passé sont condamnés à le reproduire. Voici le prélude à la guerre. Ne travaillez pas, battez-vous. Une guerre juste ennoblit toutes les causes, disait le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Et le 3 septembre 1939, Adolf Hitler donne l'ordre qui déclenche la Deuxième Guerre mondiale. Sur la ligne Siegfried, on prépare les canons. À 3 km à l'ouest, la ligne Maginot reçoit l'alerte. L'homme va désormais massacrer son prochain, dévaster la terre qui la nourrit, se jeter dans la vallée de la mort. Le monde est sur le point de récolter le fruit de la faiblesse et de l'indécision dont ont fait preuve les hommes d'État au cours des quelques années qui viennent de s'écouler. Carlsbad, en Tchécoslovaquie, station estivale populaire dans les années 30, où un poète sent battre le pouls de son époque. Je me souviens d'après-midi d'été endormi, quand l'Europe entière somnolait au soleil. La vie allait son train, aussi précise qu'une horloge. Elle ne pouvait pas s'arrêter, elle ne voulait pas changer. À votre santé et à la mienne. Mais ne me parlez pas des gros titres pleins de larmes. Ceux-ci sont en colère, ceux-là sont mourants. Tout cela disparaîtra avec le jour si nous regardons tout simplement ailleurs. Londres est alors la capitale de la suffisance. C'est la Grande-Bretagne qui maintient l'équilibre des forces en Europe, mais les Anglais sont satisfaits de l'actuel état des choses. La coterie politique au pouvoir est composée de conservateurs élégants qui exhibent des chapeaux melons et brandissent avec désinvolture leur parapluie. Le Premier ministre est Stanley Baldwin. Ce personnage affable rassure. Celui que l'on a surnommé John Bull a un penchant pour les longs discours pleins de platitudes et vides de sens. Lui succédera le studieux Neville Chamberlain, qui pour l'heure est ministre des Finances. Every budget is bound to disappoint somebody, and my first budget certainly will not be an exception to the general rule. La France des années 30 compte des dizaines de factions politiques. Communistes, anarchistes, socialistes, fascistes, conservateurs, technocrates, pacifistes, et même un groupe de monarchistes qui s'efforce de replacer sur le trône un descendant de Louis XVIII. Pour ce qui est des hommes politiques, un tiers a la réputation d'être corrompu, un autre tiers d'être dépassé par la situation, et les autres d'être trop cyniques pour se sentir concernés. Édouard Daladier, Premier ministre radical socialiste, est un pur produit de son époque. Il a obtenu le soutien du public en exploitant deux sentiments populaires, la haine des communistes et la haine de la guerre. En Italie, un seul homme représente l'État. Le dictateur Benito Mussolini se voit comme le César du XXe siècle. Aux yeux du monde, il apparaît plutôt comme une sorte de Falstaff méditerranéen.
En Allemagne, Adolf Hitler s'est emparé du pouvoir. Subversion, terreur et audace lui ont permis d'arriver à ses fins. À plusieurs reprises, il a écrit qu'il se jugeait au-dessus de la moralité ordinaire. Il déclare avoir été choisi par le destin pour donner aux Allemands de nouveaux territoires, pour offrir à Lebensraum un espace vital à la race aryenne qu'il dit supérieure. « 7 mars 1936. Sur ordre personnel d'Hitler, 3 bataillons de la Wehrmacht occupent la Rhénanie, zone d'Allemagne démilitarisée par un accord de la Société des Nations. C'est la violation pure et simple du traité de paix que l'Allemagne a signé avec la Grande-Bretagne et la France. À la Société des Nations à Genève, les diplomates européens cherchent une politique commune au sujet de la Rhénanie. Mais la société est divisée par des conflits d'intérêts nationaux. L'Angleterre, son plus puissant membre, ne s'alarme pas. Un homme d'État britannique déclare « Après tout, les Allemands ne font qu'aller dans leur propre jardin ». Pour la plupart des diplomates, il vaut mieux fermer les yeux sur l'occupation de la Rhénanie par Hitler, comme si ce n'était qu'une bêtise faite par un écolier turbulent. Après 3 jours de grande tension, Hitler comprend que la Grande-Bretagne et la France ne feront rien. « Ce qui nous a sauvés, dit-il à ses admirateurs, c'est mon obstination inflexible et mon incroyable audace. » Un homme qui a le profil psychologique d'Hitler n'a qu'une idée en tête. S'il trouve un point faible, il l'exploite. Si on lui donne 1 centimètre, il essaiera de prendre 1 kilomètre. Mars 1938. Des soldats allemands pénètrent en zone interdite. Le gouvernement autrichien s'est effondré, miné par les agents d'Hitler. Ce dernier entre en grande pompe dans Vienne, capitale de l'Autriche, et promet aux Autrichiens de les sortir de la crise qu'il a lui-même provoquée. Il mise une fois de plus sur l'apathie des alliés occidentaux. Neville Chamberlain, le nouveau Premier ministre britannique, résume l'attitude de toute l'Europe. Il répond au coup d'État d'Hitler en Autriche en parlant de réconciliation. « Ma politique, dit-il, est celle de l'apaisement. » 21 avril 1938. Hitler convoque ses chefs militaires à Berchtesgaden, sa résidence de montagne. À leur grand étonnement, il leur expose le plan détaillé d'une guerre d'agression qu'il appelle le cas vert, la conquête de la Tchécoslovaquie. Il lui manque néanmoins quelque chose. Si l'armée est prête à intervenir, Hitler doit encore trouver une raison d'attaquer les Tchèques. Le Führer fait alors appel à Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, un homme qui affirme « La haine est mon commerce ». Sous la direction de Goebbels, des films exprimant la philosophie de propagande nazie sont tournés. Dites un mensonge assez gros, répétez-le assez souvent, et le monde vous croira. Je brutaler die Unterdrückung wurde, umso härter wurden die Herzen der Sudetendeutschen. Umso größer ihr Kampf. Hitler prétend qu'une partie de la Tchécoslovaquie appartient légitimement à l'Allemagne. Il veut annexer l'ensemble des territoires sudètes où vivent 3 millions d'habitants d'origine allemande. Les propagandistes de Goebbels tournent de faux films pour prouver que les Tchèques maltraitent les Allemands des Sudètes. Combien de temps encore, demande-t-il, permettrons-nous cette persécution de nos frères allemands? La presse allemande exhorte à l'action, à la vengeance. Tous les jours, de nouvelles atrocités sont dénoncées et l'indignation dans l'opinion publique grandit. En réalité, la Tchécoslovaquie est un pays paisible, où Polonais, Hongrois, Allemands, Tchèques et Slovaques cohabitent en relative harmonie. La Tchécoslovaquie est une démocratie modèle, créée par le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Et cette nation s'est développée sous les gouvernements de nombreux chefs d'État temporaires, comme le président Edvard Beneš. And are still trying honestly to be just, as much as human beings can be. We hope that we shall have the possibility to continue our work
also in the future, believing that international peace can be safe and honestly maintained by pacific means. En Allemagne, de gigantesques défilés alimentent la haine envers les Tchèques. Le feu, affirme Joseph Goebbels, peut ravir l'esprit allemand. Son pouvoir défie la raison. Il ne tardera pas à annoncer à Hitler que les Allemands sont prêts pour la guerre. Prague, la capitale tchèque, appelle à la mobilisation immédiate. En l'espace de 5 heures, 400 000 réservistes prennent les armes. Alors qu'ils attendent la prochaine manœuvre d'Hitler, les Tchèques ont de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. S'ils sont victimes d'une attaque non provoquée, l'Europe entière devrait leur venir en aide. La Russie est l'alliée de la Tchécoslovaquie. Cette grande puissance militaire menace l'Allemagne par l'Est. À Moscou, Joseph Staline déclare qu'il honorera le pacte d'assistance mutuelle qu'il a conclu avec la Tchécoslovaquie si Hitler attaque. En France, le Premier ministre Édouard Daladier réaffirme également son soutien aux Tchèques. Il prévient Hitler qu'il mobilisera l'armée française à la moindre provocation. Seul Neville Chamberlain hésite. Il pense qu'il serait tragique que l'Angleterre ait à se battre pour la lointaine région des Sudètes. Il confie à son ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, combien il redoute une guerre. Mais Daladier fait pression sur Chamberlain pour qu'il montre la même fermeté que la France. Contre son gré, Chamberlain finit par accepter. Désormais, l'Europe fait bloc contre l'Allemagne. La preuve a été faite qu'Hitler bluffait. Celui-ci réagit comme un enfant contrarié. Ses colères lui ont valu le surnom dans son état-major de Teppichfresser, c'est-à-dire bouffeur de tapis. Seule une guerre, affirme Hitler, peut à présent effacer l'humiliation de l'Allemagne. Il dit à Göring, « Ma volonté inflexible est que la Tchécoslovaquie soit rayée de la carte. » Quoi qu'il arrive, il ordonnera le lancement de l'opération du Cap-Vert le 1er octobre. Il doit prendre la Tchécoslovaquie en moins de 4 mois. Juin 1938. Dans les Sudètes, une vague de défilés nazis vient rompre la tranquillité de l'été. Ces défilés, qui paraissent spontanés, ont été en réalité planifiés par Hitler et orchestrés par le chef fantoche des nazis des Sudètes, Konrad Henlein. Dans ces violentes diatribes qui rappellent celles d'Hitler, celui-ci réclame l'indépendance des territoires sudètes. Les nazis des Sudètes forment désormais ce qu'ils appellent une armée de libération. La violence est inévitable, disent-ils, à moins que le gouvernement tchèque n'accepte leurs conditions. Chamberlain est profondément inquiet au sujet de l'agitation provoquée par Hitler dans les Sudètes. Il écrit à un ami: « Il est tout bonnement monstrueux que le destin de centaines de millions d'individus dépende d'un homme et que celui-ci soit à moitié fou. » Il est désormais clair pour Chamberlain que le seul espoir de sauver la paix réside dans l'intervention de l'Angleterre dans le conflit entre les Tchèques et les nazis des Sudètes. En août, Lord Runciman, médiateur anglais présenté comme non officiel, se rend à Prague. Tout le monde sait qu'il est envoyé par Chamberlain. Runciman fait clairement savoir au président Benesch que l'Angleterre s'attend à ce qu'il cède du terrain. Benesch est forcé d'aller à l'encontre de ses convictions en faisant des concessions importantes aux nazis des Sudètes. Hitler apprend que Benesch cède, mais un arrangement est bien la dernière chose qu'il souhaite. Il envoie le message suivant à ses agents des Sudètes: « Ayez des exigences telles que vous ne pourrez jamais obtenir satisfaction. » En septembre, les nazis des Sudètes ont irrémédiablement bloqué les négociations avec les Tchèques. Ils ont fait entrer clandestinement des armes venues d'Allemagne et se préparent à la violence. Le sang doit couler dans la région afin qu'Hitler puisse faire la preuve que les habitants ont besoin de sa protection.
12 septembre. Des émeutes éclatent dans les Sudètes. À l'annonce de ces incidents, les troupes d'Hitler se précipitent à la frontière de la Tchécoslovaquie. En Angleterre, l'opinion publique, sous le choc, a peur. Un journaliste écrit « On doit pouvoir faire quelque chose. Il doit y avoir une autre solution que la guerre. » Neville Chamberlain, seul, prend une décision qu'il juge si peu conventionnelle et si osée qu'elle laisse pantois. Dans l'intérêt de la paix, il prend une initiative sans précédent en sollicitant un entretien avec Adolf Hitler. My policy has always been to try to ensure peace, and the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. À l'âge de 70 ans, Chamberlain fait son premier voyage en avion. À Berchtesgaden, l'entourage d'Hitler attend l'arrivée de Chamberlain dans la jubilation. Le Führer est fou de joie. Le chef de l'Empire britannique est obligé de lui rendre visite et d'implorer ses faveurs. À maintes reprises dans le passé, Chamberlain a affirmé qu'on ne pouvait pas faire confiance à Hitler. Mais après ce premier tête-à-tête avec le Führer, il écrira « En dépit de la dureté que j'ai cru déceler sur son visage, j'ai eu l'impression qu'on pouvait compter sur lui. » Quant à Hitler, il voit cet entretien comme une farce divertissante qui n'aboutira à rien. Il n'a aucune intention d'accepter un arrangement. Hitler commence par déclarer sans embâge que les Tchèques doivent rendre toute la région des Sudètes à l'Allemagne. Chamberlain, il en est persuadé, rejettera cette exigence démesurée, mais Hitler a sous-estimé le désir de paix de Chamberlain. Le Premier ministre britannique répond qu'il va voir si cela est possible. Le lendemain matin, Chamberlain est de retour à Londres. De nombreux jours d'angoisse m'attendent, dit-il, mais les choses se passent désormais comme je le veux. Chamberlain convoque sans délai ses ministres au 10 Downing Street. Il les informe de sa détermination à apaiser le Führer. Il va exiger des Tchèques qu'ils cèdent à Hitler. En cas de refus, l'Angleterre retirera son soutien à la Tchécoslovaquie. La plupart des Anglais, mais pas tous, approuvent sa décision. Anthony Eden, violemment opposé à l'apaisement, accuse l'Angleterre de trahir son honneur national. Winston Churchill déclare que la guerre n'est pas évitée, mais tout simplement repoussée. Il ajoute « C'est la première gorgée d'une coupe amère ». À Prague, les Tchèques en colère défilent dans les rues. Ils pensent que Chamberlain n'est qu'un intermédiaire d'Hitler. Quelle que soit la position de l'Angleterre, ils se montreront fermes et sont prêts à se battre. Le président Beneš, en revanche, craint que les Tchèques ne se fassent massacrer s'ils se battent seuls. Il finit par céder à Chamberlain. Le 22 septembre, Chamberlain part remettre les Sudètes à Hitler. European peace is what I am aiming at, and I hope that this journey may open the way to get it. La devise de famille de cet homme qui se bat pour l'apaisement est « Je tiens ferme ». En arrivant à Gotthesberg, en Allemagne, Chamberlain trouve, dans la suite de son luxueux hôtel, une large sélection de bons vins. Il se croit sur le point de porter un toast à une nouvelle ère de paix. Chamberlain brûle d'impatience de voir Hitler arriver sur leur lieu de rendez-vous, de l'autre côté du Rhin. À 17 h, il traverse le Rhin à bord d'un bac. Il pense que la réunion sera brève et qu'elle s'achèvera sur le maintien de la paix.
Lorsqu'il accueille Chamberlain, Hitler a l'esprit très troublé. Cela n'échappe pas aux correspondants étrangers qui ne comprennent pas pourquoi, en ce jour de triomphe, il semble être au bord de la crise de nerfs. En abordant la conférence, Hitler est torturé par l'indécision. Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Chamberlain commence par un long discours stipulant que toutes les exigences de l'Allemagne ont été satisfaites. Après l'avoir écouté pendant près d'1 heure, soudain, Hitler l'interrompt. « Je suis désolé, mais ça ne sert plus à rien. » Chamberlain reste interdit lorsqu'Hitler exige que la Tchécoslovaquie soit divisée entre l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne. Puis, la colère et l'indignation croissante de Chamberlain renforcent la détermination d'Hitler. Il semble, dit-il, qu'il n'y ait d'autre solution que la guerre. Lorsque Chamberlain s'en va, Hitler commente aimablement « Il est regrettable que la superbe vue sur le Rhin ait été soudain cachée par la brume. » Paris, 25 septembre. La France se prépare à la guerre au moment où Daladier part pour Londres pour y rencontrer ses alliés anglais. Il avait accepté de suivre Chamberlain et de tenter de conclure un marché avec Hitler. Mais depuis l'échec des négociations à Gotesberg, il se sent soulagé. Il ne s'était jamais fait d'illusions sur la moralité de l'apaisement. La France devra peut-être se battre, mais au moins elle se battra dans l'honneur. En Angleterre aussi, la guerre paraît inévitable. La Tchécoslovaquie a violemment rejeté les nouvelles exigences d'Hitler. Les manifestations recueillent désormais le soutien de l'opinion publique pour les Tchèques. Daladier arrive à l'aéroport de Londres où l'apparente détermination de l'Angleterre le réjouit. Pendant 2 jours, Daladier et Chamberlain vont avoir une série de longues et vives discussions. Bien qu'il répugne à cette perspective, Chamberlain doit finir par admettre que la guerre semble inévitable. Hitler a en effet annoncé qu'il allait attaquer la Tchécoslovaquie dans 3 jours. Au moment où il met au point sa stratégie finale, Hitler ignore que parmi les officiers de haut rang de son armée, certains sont en train de fomenter une révolte contre son régime nazi. Les conspirateurs sont persuadés qu'en dépit de la propagande de Goebbels, les Allemands refuseront une guerre totale. Ils envisagent donc d'attendre qu'Hitler ait ordonné une attaque pour l'arrêter et le juger comme criminel de guerre. 26 septembre. Ce soir-là, Hitler doit prononcer un important discours. Le monde espère qu'il va renoncer, ou du moins repousser l'ultimatum qui doit expirer 2 jours plus tard. Mais Hitler est dans un de ses accès de rage chronique lorsqu'il part pour le Palais des Sports de Berlin. Le discours d'Hitler est une violente diatribe contre les Tchèques. Herr Benesch est un menteur, c'est ma dernière revendication territoriale en Europe, mais je ne reviendrai pas dessus. C'est à Benesch de décider. La paix ou la guerre. En Angleterre, le mardi 27 au matin, la reine Elisabeth parraine un nouveau bateau qui porte son nom. We proclaim our belief that by the grace of God and by man's patience and goodwill, order may yet be brought out of confusion and peace out of turmoil. With that hope and prayer in our hearts, we send forth upon her mission this noble ship.
Le même matin, des navires de guerre britanniques mettent en place un blocus dans la mer du Nord. Lors de la Première Guerre mondiale, ce fut le premier acte hostile envers l'Allemagne. Aujourd'hui, le monde inquiet ne peut y voir qu'une seule chose. Une autre guerre va commencer dans quelques heures. Dans un discours radiophonique adressé à la nation, Chamberlain exprime clairement qu'il ne peut toujours pas accepter la réalité de la guerre. How horrible, fantastic, incredible it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a faraway country between people of whom we know nothing. I am myself a man of peace to the depths of my soul. Armed conflict between nations is a nightmare to me. But if I were convinced that any nation had made up its mind to dominate the world by fear of its force, I should feel that it must be resisted. À Washington, le président Roosevelt réunit son gouvernement. La décision est prise de s'adresser directement à Hitler. Les mots sont soigneusement choisis, mais le message laisse entendre que les États-Unis tiendront l'Allemagne pour responsable si la guerre éclate. Le long de la frontière tchèque, les derniers renforts rejoignent le front. Le moral des Tchèques est bon et tous sont sur le pied de guerre pour repousser l'offensive allemande prévue le lendemain à 14 heures. Cerné, défié, Hitler sent ses nerfs commencer à lâcher. L'Europe entière se mobilise contre lui. Ses propres généraux prédisent la défaite de l'Allemagne. 30 heures avant l'expiration de son ultimatum, il envoie une lettre à Neville Chamberlain. Il ne fait aucune concession, mais laisse entendre qu'il voudrait négocier. À Londres, cela fait plusieurs jours que de petits attroupements attendent devant le 10 Downing Street. Ils espèrent encore que le Premier ministre accomplira un miracle. La lettre d'Hitler arrive et Chamberlain s'empresse de saisir ce mince espoir. Tard dans la soirée du 27, Chamberlain envoie un dernier appel désespéré en faveur de la paix. Il est adressé au seul homme qui puisse intercéder tout en permettant à Hitler de garder la face, Benito Mussolini. Le Duce est ravi de jouer la colombe de la paix. Il envoie sur le champ un message à Hitler lui demandant un nouvel entretien. Le jour se lève à Londres. Nous sommes le 28, le mercredi noir, le jour où Hitler va attaquer. À l'intérieur du Parlement, le Premier ministre explique qu'il a essayé, mais en vain, d'éviter la guerre. 15 heures, l'Angleterre reçoit un message urgent de l'Allemagne. Il est apporté en hâte à Chamberlain et doit lui être remis pendant son discours. À 16h15, Chamberlain annonce avec gravité qu'Hitler a accepté de le rencontrer le lendemain à Munich. Les acclamations emplissent la Chambre des communes. Une heure plus tard, l'ambassadeur tchèque, Jan Masaryk, confie avec amertume à Chamberlain « Si vous avez sacrifié ma nation pour sauvegarder la paix mondiale, je serai le premier à vous applaudir, sinon que Dieu vienne en aide à votre âme. » Tôt le lendemain matin, un train spécialement affrété emporte Mussolini vers Munich. Celui-ci se réjouit de pouvoir jouer un rôle dans la crise mondiale. Hitler est venu de Berlin pour l'accueillir. Ensemble, les deux dictateurs vont décider de leur position avant de rencontrer Daladier et Chamberlain l'après-midi. Mussolini exulte. Il est le héros du jour, celui à qui on a confié la responsabilité de faire entendre raison à Hitler. Le Führer est déprimé, bien qu'il ait sollicité ces négociations. Peut-être, confie-t-il à l'un de ses aides, n'aurions-nous jamais dû faiblir. Au même moment, Chamberlain part pour Munich. Il se sent à la veille d'un grand triomphe. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again. That's what I'm doing. When I come back, I hope I may be able to
say, as Hotspur says in Henry IV, out of this nettle danger, we pluck this flower safety. « 12h45, jeudi 29 septembre 1938. Réunis en moins de 24 heures, 4 chefs d'État vont décider du sort de la Tchécoslovaquie, nation souveraine. Les Tchèques n'ont pas été conviés. Dès le début de la conférence, Hitler se rend compte que Chamberlain et Daladier sont prêts à tout pour l'apaiser. Pendant ce temps, le monde entier attend des nouvelles de Munich. Ont-ils réussi ou échoué? Est-ce la paix ou la guerre? En quelques heures, Hitler obtient tout ce qu'il avait exigé à Gotesberg. Lui et Mussolini n'arrivent pas à croire avec quelle facilité ils ont triomphé. Hitler a gagné 28 500 km² de territoire, 3 millions d'habitants et plus de 50% de l'industrie de la Tchécoslovaquie. Les ministres tchèques qui attendent dehors ne savent pas que leur nation a pratiquement cessé d'exister. Les Alliés ont accepté la parole d'Hitler. Il a promis qu'il s'agissait de sa dernière revendication territoriale. La dernière session de la conférence s'ouvre à l'aube du 30 septembre. 4 mois plus tôt, Hitler annonçait qu'il envahirait la région des Sudètes avant le 1er octobre. Aujourd'hui, 24 heures avant l'expiration de cet ultimatum, la conquête des Sudètes est un fait accompli. Un témoin inconscient de l'ironie de ses propos dira « Ah vraiment, la plume est plus puissante que l'épée ». La conférence de Munich est terminée. Se sentant, selon ses propres termes, agréablement fatigué, Neville Chamberlain annonce « Hitler tiendra sa promesse parce que cette fois, c'est à moi qu'il l'a faite ». Quant à Hitler, il s'interroge agacé « Pourquoi n'ai-je toujours en face de moi que des mous ?» À Rome, une spectaculaire ovation spontanée accueille Benito Mussolini à son retour. Le Duce reçoit les acclamations du public avec des sentiments partagés. Il aime la gloire, mais un tel enthousiasme pour la paix le gêne. De toute évidence, il n'est pas encore parvenu à faire de l'Italie une nation de guerriers militants. Aéroport du Bourget, Paris, matin du 30 septembre. Une foule immense attend le retour de Daladier. Ce dernier a honte du rôle qu'il a joué en satisfaisant les exigences d'Hitler. Il est certain que les Français sont prêts à le lyncher. Lorsqu'il comprend qu'il est en fait applaudi, il ne peut que marmonner avec mépris « Pourquoi ces idiots m'acclament-ils » Neville Chamberlain est de retour à Londres. C'est son heure de gloire. Of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. C'est en liesse que les Anglais, soulagés, saluent leur Premier ministre. L'avant-veille, l'Angleterre attendait avec inquiétude le ronronnement des bombardiers allemands. Ce soir-là, Chamberlain prononce sa plus célèbre phrase. « Je rapporte d'Allemagne la paix dans l'honneur. Je crois que nous avons sauvegardé la paix. » Londres est en fête.
Et un poète anglais écrit « La crise est repoussée et les choses ont l'air d'aller mieux. Et nous voici, comme avant, en sécurité. Gloire à Dieu pour Munich. » Seul, à Prague, Edvard Beneš démissionne. « Je suis un démocrate, dit-il. Je quitte donc le terrain. » À l'heure prévue, Hitler fait son entrée dans les Sudètes. L'euphorie de la foule a de quoi calmer les inquiétudes du monde. Pour l'heure, Hitler va jouer à l'ogre rassasié dont il ne faut pas avoir peur. De retour à Berlin, il fête sa victoire. Les généraux rebelles qui se tenaient prêts à l'arrêter n'osent pas intervenir. Ils avaient espéré qu'Hitler lancerait une guerre impopulaire. Mais la conférence de Munich a rendu la guerre inutile et le peuple allemand obéit désormais aveuglément à son Führer. Désormais, l'Allemagne voit Hitler comme il s'est toujours considéré. Un dieu doué de pouvoirs mystiques. Il est infaillible. Il est plus que jamais certain de conquérir l'Europe. Nos ennemis sont des vermisseaux, dit-il dans l'intimité. Je l'ai bien vu à Munich. « 17 décembre. Adolf Hitler envoie secrètement une directive à ses généraux. L'armée allemande doit se préparer à occuper le reste de la Tchécoslovaquie. L'opération se déroulera dans le calme parce que, comme le stipule la directive, il n'y aura aucune résistance digne de ce nom. « 15 mars 1939. Au petit matin, Prague s'éveille en découvrant des bataillons nazis défilant dans ses rues. N'ayant plus aucun espoir, abandonnés par leurs alliés, les Tchèques n'offrent aucune résistance. Ils ont été conquis à force d'intimidation et de mensonges. En entrant dans Prague, Hitler déclare fièrement « Mon nom restera inscrit dans l'histoire comme celui de l'Allemand le plus brillant de tous les temps. » Lorsqu'il apprend la nouvelle, Chamberlain ne peut que dire « La mort dans l'âme, Hitler dicte sa loi. » Il est maintenant clair, y compris pour Chamberlain, que la guerre va éclater. Cet homme de paix doit maintenant diriger le plus important programme d'armement de l'histoire de la Grande-Bretagne. Une grave question se pose. Peut-il construire une force militaire assez puissante pour défendre l'Angleterre? Dans les autres pays européens, la mobilisation commence. Mais comme la Pologne, la plupart des pays possèdent des armées vieillies datant de la Première Guerre mondiale. En Allemagne, les usines d'armement de la Ruhr fonctionnent nuit et jour. Cachée aux yeux du monde pendant des années, l'armée allemande se révèle colossale. 51 divisions superbement équipées sont prêtes à satisfaire les volontés ou les caprices d'Adolf Hitler. Mai 1939. 8 mois se sont écoulés depuis la conférence de Munich et Hitler a mis cette période à profit. Il a choisi la Pologne pour sa prochaine conquête et va maintenant, étape par étape, isoler ses victimes et préparer l'armée nazie. Le 22 mai, Hitler et Mussolini se rencontrent pour signer leur pacte d'acier. Ce traité scelle le projet des deux dictateurs de conquérir et de se partager l'Europe. Le timide Mussolini est persuadé que la guerre ne commencera pas avant 1943. Mais Hitler veut lancer les hostilités dans moins de 5 mois. Il a menti à Mussolini afin de signer l'alliance avec l'Italie.
la frontière ouest de l'Allemagne, Hitler achève la construction de la ligne Siegfried, système de défense fortifié destiné à intimider la Grande-Bretagne et la France. La garnison de la ligne Siegfried est face à une armée française 5 fois plus importante, mais Hitler est certain que les Français n'attaqueront jamais. Il laisse une petite force symbolique à l'ouest et rassemble le gros de son armée à l'est. Le complot d'Hitler contre la Pologne ne dépend plus que de sa réussite à conclure un accord avec la Russie. Tout au long de l'été 1939, il attend fébrilement les résultats de négociations secrètes qui se déroulent à Moscou. Le 22 août 1939, le ministre des Affaires étrangères allemand, von Ribbentrop, part pour Moscou. Il a ordre d'accorder à Staline tout ce qu'il veut. Le lendemain, tard dans la nuit, Joseph Staline accepte de signer un traité de non-agression avec l'Allemagne. L'une des clauses secrètes de ce pacte est que la Russie recevra la moitié de la Pologne pour avoir fermé les yeux. Le gros de la force de frappe allemande avance vers la frontière polonaise. 1,5 million de soldats sont prêts à attaquer dans l'après-midi du 31 août 1939. Lorsque la nuit tombe sur les capitales européennes, tous les espoirs de paix ont disparu. À plusieurs reprises, Hitler aurait pu être arrêté, en Rhénanie, en Autriche, à Gotesberg et à Munich, mais il ne l'a pas été. Les fruits amers de l'apaisement sont désormais mûrs. Ceux qui n'ont pas voulu se battre pour la justice dans le passé vont maintenant devoir se battre pour leur vie. 5h45 du matin, 1er septembre 1939. En Pologne, la guerre éclate. Le feu de la destruction va s'étendre à toute l'Europe, passer en Asie et répandre le chaos dans le monde entier pendant 6 terribles années. 35 jours après avoir attaqué la Pologne, Hitler se rend à Varsovie pour y inspecter les ruines. Il dit à ses généraux admiratifs, « Lorsqu'on déclenche une guerre, ce n'est pas l'honnêteté qui compte, car plus tard, il ne sera pas demandé au vainqueur s'il a dit ou non la vérité. » Lorsque la guerre frappera l'Angleterre, Winston Churchill deviendra le nouveau Premier ministre. Chamberlain, brisé, mourra moins d'1 an plus tard. C'est à Churchill qu'il incombera d'appeler à la mobilisation et d'exprimer l'indignation tardive et la colère croissante du monde. We cannot yet see how deliverance will come, or when it will come. But nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. Le prélude à la guerre est terminé. La marche contre Hitler commence. Au cours de ce voyage, le monde entier deviendra un vaste champ de bataille. Le poète Shelley a écrit « Les hommes doivent récolter ce qu'ils ont semé. La force engendrera toujours la force. »
Bonjour. Comment, avec sa formidable machine de guerre, l'Allemagne hitlérienne n'a-t-elle pu vaincre une île quasi sans défense comme la Grande-Bretagne? Comment les Britanniques sont-ils parvenus non seulement à résister au Blitzkrieg de Londres, mais aussi à tenir tête avec leurs avions moins performants à l'invincible Luftwaffe? Ce film retrace l'histoire remarquable de ce peuple courageux, résolu et plein de ressources, qui fit échec au grand dessein d'Hitler. C'est aussi, selon moi, le tableau éternel et stimulant de ce qu'il y a de plus noble chez l'homme. Voici la bataille d'Angleterre.